Perfect Actu, quatrième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien axé sur le décryptage des questions d'actualité. Nous allons faire le point sur la marche organisée hier mercredi 12 août à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, avait appelé à une marche pour dire oui au changement de notre constitution. On parle de plus ou moins 500 000 jeunes qui ont répondu présents à cette manifestation. Quel bilan? Quelle était la finalité de cette activité? Est-ce que la jeunesse va trouver des solutions à ces problèmes par le changement de la constitution? On va en parler dans cette émission. On va aussi revenir sur les sujets en vogue, le dialogue politique. Quand est-ce que l'ordonnance présidentielle sera signée? Nous sommes à 2 jours de l'expiration de l'ultimatum lancé par la coalition article 64 au président de la République pour demander ou pour lui exiger la signature d'une ordonnance présidentielle convoquant le dialogue politique. Est-ce que cet ultimatum sera respecté? Est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il s'incliner aux exigences de l'opposition? Qui vont participer à ce dialogue? Qui ne vont pas participer? Quelles sont les raisons de convoquer ce dialogue? Nous en parlons dans cette émission avec quelqu'un qui nous fait l'honneur de revenir sur ce plateau après pratiquement 2 ans d'absence pour des raisons qu'on saura expliquer dans cette émission. Il est président du parti politique Mouvement des nationalistes et divergents, membre de la conférence des présidents de la coalition article 64. Prince Kinana Silumbanza, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup cher Hervé, bonjour à vous, je salue la famille Perfect Télévision. Laissez-moi féliciter d'abord le DG pour ses beaux cadres. Il est dans le schéma ou sur le chemin de la perfection, dans toute la simplicité comme il aime le dire, qu'il daigne recevoir nos félicitations et nos chaleureuses salutations là où il est. Laissez-moi aussi saluer les Congolais de par le monde, principalement ceux qui sont à Bunagana, Kichiché, Kiwanja, Rutshuru, Romanga, Bogoma et Bukavu, qui sévissent et qui continuent toujours à être dans des zones occupées. Et à quoi ça va maintenant? À cause de l'inefficacité gouvernementale de cette irresponsabilité. Mais aussi, je suis de cœur avec nos frères en Ituri et une partie du Nord Kivu. J'ai suivi hier le médecin en train de menacer, s'ils ne sont pas payés, ils seront obligés de libérer les malades. J'ai appris même qu'il y a eu un cas de mort d'homme aux cliniques universitaires, les médecins qui auraient refusé. Les médecins sont en grève. C'est vraiment comment on peut arriver à ce point? Samuel Huntington a dit un jour que toute croissance économique qui ne nourrit pas le peuple est une illusion statistique. Je me dis que la gestion gouvernementale est illusoire parce qu'on nous vante ici le budget de 22 milliards, on va vous vanter la réserve d'échange, il y a des aides que nous recevons à l'international, mais cela n'impacte pas les petits quotidiens. Le médecin qui constitue le pilier même de cette société ne peuvent pas être négligés et jetés dans les oubliettes. Ils ont été arrosés au niveau... Arrosés comme des fleurs pendant la saison sèche. Et depuis que nous avions connu cette situation, ni Antoine, ni Judith, ni Roger, ils n'ont jamais présenté des excuses à la société congolaise pour dire, écoutez, nous excusons de cette situation où les médecins ont été négligés, jetés comme des déchets humains. Et c'est maintenant la société qui en pâtit. Parce que si à Ituri et à une partie d'entre vous, on libérait le malade atteint d'Ebola, qui viennent se déambuler au sein de la société, c'est-à-dire que le virus va se propager à une vitesse... De manière catastrophique. Ça devient catastrophique. On va enregistrer des morts en cascade. Pourquoi on ne paye pas ces médecins? Alors que nous avions eu de certains partenaires internationaux, voire certains pays amis, des aides. Il y a eu Cyril Ramaphosa, qui n'était pas venu m'ébrédire. Il a ramené avec lui 305 millions de dollars. Mais où est parti cet argent? On se connaît dans ces pays. L'eurobond, comment on appelle l'eurobond, je crois, vanté par Doudou Famba. Il faudrait... Cet argent sert à quoi? Le problème avec ces gouvernements, il n'y a pas la notion de priorité et de nécessité. Vous savez, à Kasongolunda, chez moi dans le Congo, les choléra fait rage. Plus de 250 cas et près de 30 morts déjà. La malnutrition ne parle même pas. Le gouvernement n'est pipe mot. C'est ça le bilan. C'est ça le bilan.
Lorsque les fonctionnaires pleurent, lorsqu'il y a les taux de pauvreté aigus, lorsqu'il y a les taux de chômage, lorsqu'il y a les fonctionnaires ne sont pas payés, les médecins même sont négligés. Vous avez relevé ici les cas de la clinique Ngalema, où il y a eu un jeune qui est parti parce qu'il n'y avait aucun médecin pour lui administrer les soins. Les soins appropriés. Vraiment, nous déplorons cette situation. Ça n'a même pas inquiété le ministre de la Santé. On l'avait vu, c'est précipité pour pousser l'ordre des médecins à radier le médecin qui avait frappé une femme à la maternité. Mais maintenant qu'on parle des morts d'hommes, maintenant qu'on parle des médecins qui ne sont pas pris en charge correctement par l'État congolais, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Le gouvernement tant Souminois 1 et 2 est constitué de ministres propagandistes. Ils viennent avec pompe annoncer des actions, ils aiment le buzz, ils aiment les réseaux sociaux. Une gouvernance des réseaux sociaux qui n'impacte en rien le vécu des Congolais. Vous savez, toute action gouvernementale a obligation des résultats. Et ces résultats doivent améliorer le vécu des citoyens. Mais ici, vous avez des ministres qui aiment qu'on parle d'eux. Là où il y a un peu de propagande, un peu de matalana, vous la voyez. Ils investissent plus dans la communication, que dans les actions. C'est comme ça que vous allez voir que le peuple est en train de gémir. Il faut le comprendre. Comme il est dit dans Proverbe chapitre 29, le verset 2, lorsque le méchant domine, le peuple gémit. Très bien. Très bien, allez, on va passer à autre chose. Mais pendant ces temps, on a vu l'université de Kinshasa décerner les diplômes doctorat honoris causa. L'élite congolaise aujourd'hui nous fait honte. Alors que le même gouvernement, à travers son ministère de l'Esprit, a interdit l'octroi de ces diplômes. La ministre venait d'interdire l'octroi de ces diplômes lorsque Ngobila s'est fait doublement... Incroyable. Décerné, c'est doctoris. La première ministre n'était pas présente au conseil des ministres qui avait validé cette décision. Ces diplômes s'appellent réellement docteur honoris causa, c'est-à-dire pour une cause, on honore la personne. Mais vous les honorez en quoi? Parce que le peuple est en train de gémir. En quoi la première ministre s'est distinguée dans sa gestion? A-t-elle excellé? En quoi? Parce que si nous devons évaluer le 6 axes, d'abord sur le plan sécuritaire, le gouvernement a comme unité de mesure, ou le régime de Tshisekedi a comme unité de mesure l'insécurité. L'insécurité, c'est l'unité de mesure du régime. Vous prenez le pouvoir d'achat, Tigeron. Parlons de l'emploi, ils ont 1er million d'emplois, après ils ont obligé le président public à se dédier pour dire aux jeunes, écoutez, l'État ne donne pas du travail. Si on parlait de la diversification de l'économie, c'est de l'arnaque. En quoi méritait-elle cette distinction? C'est devenu un peu du théâtre. C'est du folklore. C'est comme ça que, bon, moi je vais demander à Grace Coutinho qu'elle parte cette fois-ci même à Lubumbashi. Là, on va y arriver. On va aussi la décerner. On va y arriver. Très bien. Donc, la société est en train de s'effondrer. Le même professeur pleure qu'ils ne sont pas payés, ils sont négligés, leurs enfants en sont sujets, ils sont oubliés lorsqu'ils ne sont pas en vie. Les mêmes professeurs vont pleurer que, vous savez, nous sommes délaissés, ils grèvent, mais vous êtes en train de louer votre bourreau. Très bien. On va passer à autre chose. Vous avez évoqué une phrase très importante, une phrase qui a retenu mon attention. La société s'effondre. Pratiquement à tous les niveaux. Sur les réseaux sociaux, c'est invivable, c'est insupportable. Des insultes au quotidien, des chantages à répétition. Actuellement, c'est la première dame qui fait l'objet des insultes. C'est la première dame qui est victime des insultes. Et ces insultes viennent des autres femmes. Alors que on est censé considérer ces femmes comme éducatrices des masses. Elles sont appelées, influenceuses, mais elles versent très souvent dans l'insulte. Et cette fois, leur cible, c'est la première dame. Vous êtes père de famille, vous avez une femme à la maison. Quelle lecture faites-vous de l'attitude manifestée par certaines femmes, surtout au niveau des réseaux sociaux? D'abord, j'aimerais ici encourager la première dame, la très distinguée Denise Nyakeru, la réconforter pour
dire, vous devez savoir, maman, plus vous êtes visible dans l'espace public, plus vous avez des actions qui parlent de vous comme Excellencia, ce qui est à saluer là où le gouvernement échoue. Maman Denise Nakérou offre à ce peuple le moyen d'accéder à une éducation de qualité sans distinction des races, d'ethnie ou de camps politiques. Vous avez vu dernièrement, c'est la famille Kikouni qui a bénéficié de cette bourse et elle est en train d'investir dans les domaines sanitaires avec la réhabilitation de l'hôpital Mabanga, chargé pour le traitement des drépanocytaires. Plus vous avez des actions visibles, là où les politiques échouent, plus vous serez exposé à des contestations politiques, voire à des invectives. Mais ici, il faut relever qu'il y a deux facteurs qui influencent le respect. Il y a l'amour, il y a aussi la peur. Machiavel va d'ailleurs dire qu'il tient pour un prince de ne pas être aimé par son peuple, mais qu'il soit craint. Parce que lorsqu'un prince est craint, il est respecté. Ceux qui incitent la première dame ne l'aiment pas. Et je me dis que la société s'est effondrée. Le système éducatif s'est effondré. Le milieu éducatif, ils sont quasiment inexistants. La famille a perdu sa place de choix. C'est une d'éducation. Vous savez, la frustration sociale aujourd'hui, le manque d'emploi, conduit les jeunes aujourd'hui à se déverser dans la critique. Et cette critique, on dit, bon, on doit critiquer le président, on doit critiquer le régime, nous devons critiquer le pouvoir, c'est-à-dire qu'on va caricaturer et le président et sa famille. Mais ils oublient que la première dame est apolitique. C'est une mère. Pourquoi? Mais ces jeunes-là, vous les appelez influenceurs, ils influencent la société en quoi? Et bizarrement, ils ont accès à tous les salons politiques. C'est ce qui étonne. Ils rencontrent très facilement les autorités. Très facilement. Mais c'est parce que aujourd'hui, nos autorités sont habituées à la recherche du buzz. Parce que on sait très bien que, comme la société se désétatise, lorsque les gens se lancent dans les insanités, ça amène le buzz, ce qui amène une certaine viralité, ce qui leur donne un peu du poids. Mais ils influencent la société en quoi? C'est dans le mal. Ils sont en train de pervertir les jeunes. Ils sont en train d'abrutir même nos jeunes. Ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant. Est-ce que Maman Denise Nakérou méritait ces traitements? Parce qu'elle a fait quoi? Tout ça, c'est parce que la société n'est pas régulée. Vous savez, lorsque l'État manque de normes, là où il n'y a pas de normes, c'est la rue, c'est la jungle. Et c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Très bien. La société congolaise, nous vivons comme s'il n'y avait pas de loi ni de règles. Et pourtant, il y a des normes qui doivent être respectées. Or, en droit, on dit les règles du droit doivent être influencées par la moralité interne du droit. Or, toute moralité interne provient de bonnes mœurs. Ces mœurs, nous les prenons où? Dans la famille, à l'école et à l'église. Or, tous ces milieux éducatifs, que ce soit la famille, ou l'église, ou l'école, ont perdu leur sens de responsabilité. Merci beaucoup, cher Prince Kinan. D'une femme à une autre, parlons cette fois-ci de Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, qui a saisi l'occasion au bon, le 12 août, journée marquant la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, pour faire appel aux jeunes Congolais. Ils ont été, d'après les statistiques présentées par ces services et ceux qui l'accompagnent, environ 500 000 à répondre présent à l'invitation de Madame la ministre de la Jeunesse. Un seul message: oui, je les veux. Oui au changement de la Constitution. Elle avait consulté la jeunesse à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et celle-ci a dit ou s'est dit favorable au changement. D'entrée de jeu, quelle est votre perception de cette activité de mercredi 12 août? Partant du principe de gouvernance, l'efficacité, l'efficience
qui oblige à toute action gouvernementale qui s'y réserve des résultats, les dirigeants sont obligés d'éviter toute gouvernance mensongère. Comment avez-vous compté qu'il y avait 5 000 jeunes ou 500 000 jeunes hier? Notre petite sœur, Grace Coutinho... Notre ministre. Notre petite sœur. Elle est ministre. La petite sœur Grace Coutinho... Elle est ministre. ...doit éviter le buzz et les matalana. Comment ça, le buzz? C'est la version Moutamba féminine. C'était la journée internationale de la jeunesse. Écoutez, d'abord, à cette journée, il fallait une réflexion. Ça prouve que on amène encore la jeunesse dans la distraction. Il fallait une thématique qui allait pousser le jeune à réfléchir, à cogiter comment faire en sorte que le problème des jeunes au Congo soit solutionné. Non, mais le message c'était oui, j'ai la jeunesse congolaise est contrainte à la mendicité. La jeunesse congolaise est abandonnée. La jeunesse congolaise est désœuvrée. La jeunesse congolaise est contrainte au manque d'emploi. 90% des jeunes sont chômeurs, vous êtes d'accord avec moi? Il faudrait pour tout ministre faire l'écart entre les annonces et les résultats. Depuis qu'elle est là, elle est axée uniquement sur des rencontres, des conférences, des campagnes qui n'apportent rien. Comment ça qui n'apporte rien? Écoutez, elle avait présenté des jeunes au président de la République. Vous avez un ministre, ont été exposés devant le chef de l'État. Vous avez un ministre qui organise une conférence condomique, elle appelle ça village des opportunités, où ce n'était que des préservatifs qui étaient distribués. Quelle a été l'opportunité offerte aux jeunes? Des jeunes avaient rencontré le président de la République. Et ils avaient posé leurs problèmes. Il y avait quel résultat? Mais tout ça, moi je ne la condamne pas. Vous condamnez qui? J'ai dit, mais monsieur le président, vous avez menti à tout un peuple. Comment ça? Mais le président nous a dit que Coutinho avait fait un test. Elle a réussi brillamment à ces tests. Brillamment, ces tests étaient axés sur quelle matière? La dissertation, question les mathématiques, la culture générale. Mais nous ne sentons pas cela. Mais comme le mensonge ne vient de s'ajouter qu'au mensonge, Coutinho vous a menti qu'il a consulté le jeune à travers les 26 provinces. Comment? Parce que même dans les portails du ministère, parce que chaque ministère a un portail numérique, ministère.gouv.cd. Et c'est sous-entré au niveau de ces sites-là, vous trouvez ne serait-ce que... Aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Aucune donnée. Et par quel moyen ces jeunes ont été contactés? Le jeune de Goma, le jeune de Bukavu, de Bunagana, de Kichiché, de Kwamout, de Kenge, de Kasongolunda, de Tchela, de Matadi, ont-ils été contactés? C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, c'est ça le problème avec nos ministres. Ils ne savent pas c'est quoi l'urgence, c'est quoi la nécessité. Les jeunes n'ont pas besoin du changement de la Constitution pour qu'ils voient leurs problèmes solutionnés. Ce n'est pas une invention de Grace Coutinho. Elle a consulté la jeunesse. C'est ça. Celle-ci, c'est ça le problème. Favorablement tous les ministres au changement de la Constitution sont devenus des propagandistes. S'ils ne se lancent pas dans la campagne contre Kabila, parce que Kabila est devenu le programme ou le projet politique de Tshisekedi, c'est la campagne pour le changement de la Constitution. Est-ce que pour donner de l'emploi aux jeunes, pour que Coutinho plaide à ce que, même dans l'entrepreneuriat, que le jeune se retrouve, pour qu'elle plaide à ce qu'il y ait une banque de financement des projets des jeunes. La Constitution ne plaide pas en faveur de la jeunesse. Ah bon? Nous, il faudrait battre campagne pour son changement, pour que prochainement dans les cette jeunes même Constitution, l'accès à l'emploi est garanti. Dans cette même Constitution, on vous parle de la redistribution des richesses. Dans cette même Constitution, on vous dit que tout Congolais a droit à l'électricité, même à la protection et à la sécurité aussi. Aujourd'hui, parlons même de la jeunesse quinoise, qui est une jeunesse abandonnée, c'est Koulouna. Même à l'INPP, elle devait plaider à ce que les conditions d'accessibilité à cette formation professionnelle aux jeunes soient un peu accessibles pour que tous ces jeunes y entrent. Et ces conditions soient revues à la baisse. Mais non, elle n'est pas là, elle est ailleurs. En fait, combien de jeunes sont insérés, formés professionnellement? Est-ce que les emplois, les activités économiques ont-ils été créés? L'accès au financement à l'entrepreneuriat, l'encadrement des jeunes désœuvrés, la lutte contre la délinquance et l'oisiveté, c'est dans ça qu'elle doit travailler. La participation des jeunes à la vie publique.
C'est là qu'elle doit travailler. Aujourd'hui, c'est seulement à l'armée ou au niveau de la police où il y a les annonces d'emploi. Mais dans certains secteurs, ce sont des recommandations des partis politiques. Mais il y a une grande réforme qui vient de s'opérer. Désormais, pour être mandataire public, il faudra passer par un test. Moi, je pense qu'il serait impérieux que M. Tshisekedi, président de la République, et Mme Judith Souminois remettent sur pied les canevas de performances publiques. Sous Matata, il y en avait. C'est ça aussi le problème. J'avais pleuré, j'étais outré, ébahi de constater que le président public, dans un conseil des ministres, demandait au ministre de s'auto-évaluer. J'ai dit, Seigneur, où sommes-nous? Comment vont-ils le faire? Comment vont-ils le faire? Comment quelqu'un peut s'attribuer la mauvaise note? Non, même dans l'autocritique de foi, il est difficile que quelqu'un acquiesce qu'il a échoué. Impossible. C'est vraiment impossible. C'est ça le problème. Là, vous savez, là où il y a l'absence de sanctions, le peuple tombe dans l'incivisme. Il y a aussi l'incivisme gouvernemental. Il y a un manque criant de citoyenneté. Est-ce que le jeune avait besoin de cette campagne pour aller dire oui, il faut oublier ces projets de changement de la Constitution? Comment ça? Il faut l'oublier. Je l'ai oublié. Ce sont les moyens de l'État. Et malheureusement pour elle, nous avions constaté que à une marche qui était réservée aux jeunes, nous avions retrouvé même les personnes de troisième âge. Le moment de l'église qu'ils ont pu amener comme ça, c'est parce que d'ailleurs la Banque mondiale vous avez dit que le Congolais aujourd'hui vivent avec moins de $2 le jour. C'est-à-dire que là où la pauvreté est extrême, même les valeurs se perdent. Et ce n'était même pas elle qui avait mobilisé. Je vais féliciter Jekobeya qui du reste était mobilisateur de renom. Donc c'est vraiment malheureux. Coutinho est en deçà même de la moyenne. Ici il faut la coter, il ne faut pas la condamner. Il est ailleurs. Et la marche en question, c'est fini où les jeunes on a vu dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes de nuit, voilà. C'est-à-dire que même ces jeunes... T-shirt estampillé, oui, je le veux. Ils ont renforcé la campagne de Bombe François. Ils étaient habillés comme nos frères de Bombe François. D'ailleurs, c'était une campagne mal préparée, un discours mal ficelé, où il a commis des fautes syntaximales accrues. Comme d'habitude. Comme d'habitude d'ailleurs. Mais c'est le président de la République, la jeunesse congolaise, madame. Jeunesse, c'est au féminin, vous devez accorder. A dit oui à quoi? C'était un mensonge. Oui, et le militant de l'UDPS et quelques membres de la force du progrès mobilisés par Jekobeya et les membres de l'église. Et d'ailleurs, il a fait ça pour rendre honneur à son père. D'ailleurs, sur son compte X, il est allé dire à son papa, voilà que ta fille a grandi. C'était un test pour elle, pour prouver à son père qu'il a quitté l'adolescence pour devenir adulte. Attendez un peu quand même, vous faites une allégation assez grave. Mais elle-même a publié cela. Oui, j'ai vu ça même. En faisant les signes comme son père l'a au stade de martyr. Est-ce qu'elle a besoin d'utiliser les moyens de l'État pour faire comprendre à son père qu'elle a grandi? Mais est-ce que vos ministres savent faire la différence, où ils savent à quelle activité utiliser les moyens de l'État? Ils les utilisent comme ils veulent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de sanctions. Alors, une autre question. C'est assez conservé. Mais dites-nous, après ça, demandez même à ces jeunes-là, ils ont dit qu'ils sont venus là parce qu'ils savaient qu'à la fin, il y aura un billet de 10 000. C'est malgré eux. Il y aura de la boisson. Il y aura de la boisson. Même elle-même, après cette activité, a oublié même le... Et puis, c'est comme ça qu'il est allé publier. Papa, regarde, ta fille a grandi. Donc, c'est une activité... C'était un test pour montrer à son père qu'elle a réellement grandi. Qu'elle peut pleinement hériter de l'église et de tous les biens de la famille. Alors, une autre question avant de passer au dialogue. Cette campagne, oui, au changement de la Constitution lancée par la ministre de la Jeunesse, est-ce un programme ou une action validée par le gouvernement à travers le Conseil des ministres ou une initiative personnelle? D'abord, vous devez comprendre que au Congo,
pour avoir les faveurs du chef, il faut les flatter. Le problème, c'est qu'ils savent tous que M. Tshisekedi veut personnaliser le pouvoir. Un peu comme on avait vu quand Goma est tombé, il fallait mobiliser la foule sur terrain. Il veut devenir empereur ou suzerain, il veut s'éterniser au pouvoir. Ils le savent tous. Ils savent qu'il faut les flatter pour avoir l'accès de pouvoir accéder aux moyens publics de l'État. C'est comme ça que eux tous se détournent, même des attributions les assignées. Demandez à notre petite sœur Coutinho si elle connaît les attributions d'un ministre de la Jeunesse. Elle les connaît. Non. Elle les connaît. Non. Mais allez l'interviewer. Elle va chercher des notes. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faudrait en parler au Conseil des ministres? Et suivre la cadence. Vous avez vu lorsque Goma était tombé, tout le monde était contraint de faire des campagnes. Vous avez vu Bemba se détourner de ses missions. Il a suffi que le président félicite Bemba pour que tous les ministres se mettent dans la danse. Tous dans des campagnes. C'est comme ça que vous avez vu, Guilwando l'a fait, elle aussi vient de le faire. C'est tout le monde qui le fait. Tout le monde va le faire. Non, oui, je le veux. Non, il faut oublier ça. Ça ne va pas passer. Mais finalement, à quoi sert ce conseil des ministres si chaque ministre peut agir en solo? Donc, il faut dire que d'abord, c'est une réunion familiale où les questions de l'État, les problèmes sociétaux ne sont pas traités. De quoi parle-t-il là-bas? Il parle de tout sauf de ce qui intéresse les Congolais. Sinon, bon nombre de problèmes du peuple auraient déjà trouvé de résultats. Parce que c'est l'organe décisionnel où on traite de la vie publique, où on traite de problèmes des Congolais, où on arrête un canevas, un schéma des actions à mener pour améliorer le vécu quotidien. C'est-à-dire là, lorsqu'ils se retrouvent, ils se félicitent. Ils partent là-bas pour les jetons de présence. Ils partent là-bas pour parler comment flatter les présidents. Ils se partagent des fleurs. Ils sont là pour parler comment faire en sorte que M. Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Ils ne parlent pas des Congolais. Très bien. Sinon, il aurait dû avoir un calendrier d'activités à mener. Et ce sont ces calendriers qui allaient être à chaque fois évalués. Il a fallu que Kinana leur dise qu'éviter de les faire chaque vendredi pour qu'ils les fassent maintenant deux fois le mois. Et déjà, c'était les moyens de l'État qui ont été dilapidés parce que les Congolais n'en ont pas bénéficié. Mais c'est Tshisekedi nous a dit qu'il va éviter les erreurs du passé. Depuis son premier mandat, les Congolais lui ont toujours dit que vous avez un problème de casting. Vous n'avez pas cette flair politique de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. The right man in the right place. Est-ce que dans ces pays, on peut avoir un ministre de la jeunesse comme la petite sœur Coutinho? Non. Ce n'est pas votre petite sœur. Non, elle est ministre. C'est ma petite sœur. Elle est ministre. Il faudrait l'appeler avec beaucoup d'estime, avec beaucoup d'élégance. Elle est ministre. Ça ne vous coûte rien de l'appeler Madame la ministre. Mais vous savez, dans ce pays, vous aimez les honneurs. Vous ne perdez rien. Hein. Mais vous devez les mériter. Elle est ministre. Écoutez, il y a un principe ou un axiome politique qui dit le bonheur du peuple fait l'honneur des dirigeants. En quoi nos frères et sœurs qui sont membres du gouvernement méritent-ils nos honneurs lorsque nos problèmes ne sont pas solutionnés? Comment voulez-vous qu'on puisse les honorer? Vous aimez des titres, mais vous ne travaillez pas pour mériter ces titres. Ce n'est pas question d'honneur. Aujourd'hui, les Congolais ont mille et une raisons de pouvoir jeter des fleurs à la très distinguée Denise Nkerou. Parce qu'on voit avec le peu qu'elle peut avoir de M. Tshisekedi, elle mène des actions pour soulager tant soit paix le Congolais. Là, on est maintenant adopté au niveau du gouvernement. C'est devenu un programme national. C'est-à-dire que vous avez vu qu'elle a travaillé. Elle a plus d'initiatives que les membres du gouvernement qui ont des moyens pour ça. Mais maintenant, eux qui ont les moyens de l'État, qui sont payés, nourris, même leurs travailleurs, mais ils ne font pas ça. Pourquoi ils sont payés? Vous voulez les honneurs? Non. Là où les gens travaillent, où les problèmes sociétaux sont solutionnés, Macron est appelé Macron, Trump est appelé Trump, Ségolène Royal est appelé Royal, Hollande est appelé Hollande, mais chez vous voulez non excellence, non. Merci beaucoup. Allez,
On va passer à autre chose. Le dialogue politique. Nous sommes le 13 août aujourd'hui, jeudi, à 2 jours de l'expiration de votre ultimatum. Votre marche du 22 juillet a été, je veux dire, pratiquement annulée, parce que vous n'avez plus communiqué après. L'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue n'est pas toujours signée. Bref, est-ce que l'opposition n'est-elle pas en train de subir les jeux lui imposés par Félix Tshisekedi? Tshisekedi ne dicte pas les règles, ce n'est pas lui qui impose le rythme de ces jeux politiques. Pourtant, la réalité nous fait voir autre chose. Dans cette arène politique, aujourd'hui, Tshisekedi subit. Ah bon? Oui. C'est pas l'opposition qui subit? Non, Tshisekedi est en train de subir. Vous avez reporté à 2 reprises vos activités. La loi référendaire est passée comme une lettre à la poste du Parlement à la Cour constitutionnelle. Je peux vous citer même, dans ces pays, il existe même 500 lois promulguées même qui n'ont jamais été mises en application. C'est ce qui est particulière. Ne vous en faites pas, la Constitution ne sera jamais changée. Mais c'est Tshisekedi est en train de subir. Il est coincé, plaqué au sol. Vous parlez de quelqu'un... Il l'a coincé. Et de quelle manière? Non, mais c'est-à-dire que le peuple congolais l'a coincé à travers ses acteurs de l'opposition, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un qui disait hier qu'il ne va pas dialoguer avec Fayoulou, qui ne va pas dialoguer avec Katumbi, il ne va pas dialoguer avec ses complaisants, il n'avait pas cité, il n'avait pas exclu avec ses sangas, Fayoulou et consorts, qui ne va pas dialoguer avec Matata. Mais aujourd'hui, nous parlons de dialogue national inclusif. C'est déjà une avancée significative pour dire qu'il a fléchi à la volonté populaire. Nous avons quitté le stade du réfi vers l'acceptation de ce que le peuple voulait. C'était déjà un pas. Tshisekedi va signer l'ordonnance convoquant les dialogues. Il le sait. Et c'est de son intérêt. Nous sommes les 13 aujourd'hui. Votre ultimatum expire le 15. L'ultimatum n'a jamais été une menace. J'ai été étonné de voir le membre de l'Union sacrée dire qu'ils sont en train de menacer les présidents. Je me suis dit, avions-nous tous fréquenté les mêmes écoles? Mais comment pouvez-vous lancer un ultimatum à un président de la République qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire? Un ultimatum n'a jamais été une menace. C'est un instrument de négociation. C'est un instrument de négociation et de pression d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas permettre à ce que vous acceptez, vous acquiescez, oui. Mais les gens ne vont pas s'endormir et attendre que le jour où vous allez bien vous réveiller et convoquer les dialogues. Le pays est un bien commun. Ce n'est pas un héritage patrimonial. Le temps ne joue pas en notre faveur. Le temps est une ressource pour ceux qui travaillent afin de balkaniser le Congo et de soudaniser notre pays. Parce qu'ils s'organisent. Aujourd'hui, la rébellion quitte de la logique de la guérilla vers la logique de gouvernance. Vous savez, en stratégie sécuritaire et militaire, une rébellion accepte de négocier avec un pouvoir public lorsqu'elle est incapable d'avancer. Et un pouvoir public ou une gouvernance ou un gouvernement accepte de négocier avec une rébellion lorsqu'elle est incapable, il est incapable de pouvoir la mater. Et maintenant, il faudrait éviter les statu quo parce que ces statu quo ne profitent pas au peuple qui est en train de gémir. Il y a des déplacés. Il y a des réfugiés qui doivent regagner leur maison. Il y a des enfants qui doivent regagner le chemin de l'école. Et le pays ne peut pas être contraint au bon vouloir de M. Tshisekedi. D'ailleurs, le peuple, qui est le leader sociologique, qui est l'alpha et l'oméga dans toute démocratie, avait déjà déchu M. Tshisekedi pour lui dire que vous n'êtes plus digne de porter cette veste de président de la République. Depuis quand ça? Depuis qu'il a violé son serment constitutionnel. L'article 74 de la Constitution. Tshisekedi, comme il avait déjà violé son serment, le Congolais était prêt de faire de lui ou à faire de lui le Blaise Compaoré du Congo. Mais l'Église et le partenaire internationaux, tant régional et international, sont venus à la rescousse de Tshisekedi pour dire vous ne pouvez pas travailler pour les chaos.
comment l'église peut venir à la rescousse de Félix Tshisekedi? Mais c'est l'église. Lui qui accuse d'ailleurs, lui et ses partisans qui accusent l'église qui a convaincu de faire le jeu de l'opposition. C'est l'église qui a convaincu toutes les parties à pouvoir accepter le schéma de dialogue. Lorsque Tshisekedi s'est entêté sur cette voie du changement de la constitution, les Congolais étaient prêts à en finir avec lui pour lui dire, monsieur, vous devez quitter. Comme le mandat était contrat social à durée déterminée, et que dans un mandat, il y a des attributions, il y a des missions auxquelles lui a échoué, le détenteur du pouvoir, les mandants, qui est le peuple, était prêt à pouvoir les déchoir. Il était prêt à les contraindre à la démission. Vous rappellerez de comment est-ce que la mobilisation était au zénith le 8 dernier, voire même le 22. Quel n'est pas le problème? Vous avez démobilisé ces Congolais? Non, c'était pour l'intérêt de la nation. Parce que dans toute résistance démocratique, l'on dispose de deux leviers nécessaires. La persuasion et la dissuasion. Dans la dissuasion, démocratiquement, nous disposons de manifestations pacifiques, le contentieux juridique, le pétition, les sit-ins, et on en cite le meilleur. Mais dans la persuasion, il y a les dialogues, il y a la négociation. C'est-à-dire que le dialogue est un moyen inutile pour qui va nous permettre d'atteindre la finalité, qui est quoi? La préservation de l'ordre constitutionnel, qui peut être maintenu soit par la contrainte, qui sont les marches, ou soit par la négociation. Là maintenant, la C64 arrive à la table de négociation avec comme premier élément de son cahier de charges non au changement de la constitution. Ah bon? Donc, le peuple doit être calme. Le dialogue n'a plus pour objectif de militer pour la restauration de la paix. Maintenant, c'est dire non au changement de la constitution. C'est-à-dire que pourquoi les Congolais sont appelés à dialoguer? C'est pour solutionner les crises multidimensionnelles. Vous parlez des crises plus profondes. Il y a la crise de gouvernance. Nous parlons de la gouvernance par improvisation, la gouvernance par essai-erreur. En quoi ça vous concerne? C'est le mandat de Félix Tshisekedi. Laissez-le partir jusqu'au bout de son mandat. Attendez les élections. Il a péri la demeure. Les pays s'effondrent. Les pays se désétatisent. Eux-mêmes le reconnaissent. Si vous lisez les documents qu'ils ont appelés ou nommés États généraux pour la refondation du Congo qu'ils ont envoyé chez Lorenzo, eux-mêmes de l'Union sacrée reconnaissent que le Congo est dans un état de déliquescence. Vous et moi connaissons la déliquescence. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué, qu'ils reconnaissent qu'ils ont émietté l'État, qu'ils ont haïtisé le pays, que le pays s'effondre. Et c'est un problème qui nécessite que tout le monde en parle. Il faudrait sauver la nation. Il y a la crise de légitimité. Il y a la crise de sécurité qui tente à balkaniser le pays. C'est pour cela que nous devons tous en parler. Mais eux veulent limiter les pays, les dialogues comme une réconciliation entre anciens amours. Il n'y a pas que l'AFC M23 comme groupe armé qui opère dans l'Est. Il y en a plus de 145, c'est documenté. L'insécurité ne se retrouve pas seulement dans la partie orientale. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde en parle. Très bien. Donc, si nous partons dialoguer, c'est pour parler des problèmes qui nous divisent. Même l'unité nationale aujourd'hui, nous devons en parler. La cohésion, nous devons nous réconcilier. Ça passe également par la tenue d'une table. Oui, il faudrait qu'on en parle. Il faut que les Congolais se réconcilient. Il faudrait que les Congolais se pardonnent. Alors, on va peut-être décrypter tout ce que vous avez épinglé. Ne vous en faites pas. Tshisekedi va convoquer les dialogues parce qu'il ne peut pas tourner en bourrique l'église. Parce que s'il s'entête, l'église a été prise comme caution morale de ce peuple qui était déjà prêt à en finir avec lui. Très bien. Là, maintenant, l'église sera invitée à quitter le stade de médiateur pour devenir acteur et combattre aux côtés de ce peuple. Abandonner les tri. Laissez l'église tranquille. Non, l'église mobiliser vos militants. L'église s'était déjà prononcée à propos de cette question qui nous divise. L'église a dit non au changement de la constitution. Ils ont même montré les risques qui guettent la nation si Tshisekedi s'entêtait sur cette voie macabre et funeste. L'église a même demandé aux siens
de pouvoir mobiliser le peuple. L'Église a même appelé le peuple à des contestations par des voies démocratiques et pacifiques. Très bien. Prenons les volets sécuritaires comme l'une des crises. Comment résoudre un problème sécuritaire par un dialogue? Alors qu'en face, on a le Rwanda, on a des militaires rwandais, des troupes rwandaises qui nous disent clairement qu'ils n'ont aucune intention de quitter le territoire congolais. Alors comment le dialogue, comment les résolutions qui sortiront de ce dialogue vont contraindre ces militaires rwandais, vont contraindre Paul Kagame à quitter ou à libérer le territoire congolais? Vous allez accorder finalement quel pouvoir contraignant aux résolutions qui vont sortir de votre dialogue? Le dialogue est le summum même des actions à mener dans la résolution des conflits. La Convention de Montevideo vous parle de la résolution pacifique des différends. La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutes les nations du monde réunies ont posé une anamnèse à la question sécuritaire dans l'Est. Ils se sont dit qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise sécuritaire dans l'Est. C'est ce qui a fait que Tshisekedi a compris les faiblesses qui sont nôtres, a choisi entre les hard power, la voie de la dissuasion, et le soft power, la voie de la persuasion. Tshisekedi a choisi le soft power. C'est comme cela il a été à Nairobi, il a été à Luanda, il a été à Doha et à Washington. Comme l'oppresseur est plus puissant s'il a des complices parmi les opprimés, si nous vidons la dynamique interne de cette guerre, comme le proposa d'ailleurs depuis très longtemps, je pense déjà en 2022, lorsque Bunagana tomba, qu'on devait décongoliser cette guerre, si nous parlons entre nous, le dialogue n'est pas une nouveauté. Regardez comment est-ce que Kabila sauva l'état de la bancalisation avec le dialogue national inclusif de Sun City. Il y a bon nombre de Quelques années après, c'est le même Kabila qui se retrouve encore dans une position très ambiguë. Non, c'est pas prouvé. Ah bon? C'est pas prouvé. Vous remettez en cause les rapports du groupe d'experts des Nations Unies? Un rapport conditionnel. C'est-à-dire qu'on pouvait bien comprendre, tous ces bureaucrates avertis pouvaient mieux comprendre que c'était un rapport fruit de lobby. Okay. Un rapport monnayé. Tel n'est pas le problème. Le même dialogue avait déjà sauvé le Congo de son émiettement. Oubemba, Ouberoua et les autres, chacun occupait une partie du territoire national. Pour réunifier le pays, il a fallu à ce que le Congolais et Congolaises se parlent. Avec des conséquences. Et c'est avec des conséquences. C'est ce qui avait permis à ce que. Avec des conséquences au niveau de l'armée. J'arrive. C'est ce qui avait permis à ce que tous ces pays, parce que toute rébellion a une base arrière. Un pays voisin qui soutient la même rébellion pour s'attiser soit les minéraux ou de l'argent et autres. Certains avantages. Certains avantages. C'est ce qui a fait que lorsque les Congolais se parlaient entre eux, ces pays étaient contraints de pouvoir aussi se retirer et choisir la voie de la négociation. C'est comme ça qu'on parle là, de l'accord de Lusaka et autres. Si nous parlons, le Rwanda sera contraint, pas seulement le Rwanda, même l'Ouganda, parce qu'il faut en parler, à Washington, on a parlé de l'intégration économique régionale. Parce qu'ils savaient que la guerre dans l'Est gravite autour de ces acteurs qui, des fois, ne se manifestent pas, qui considèrent l'Est du Congo comme un espace vital ou un espace nourricier qui fait le bonheur ou une aubaine économique pour ces pays qui se considèrent comme parasites de nos minéraux. Si nous parlons entre nous, le Rwanda sera contraint de se contenter de l'accord de Washington qui peine à être appliqué. Partant du principe de pacte à soutien Rwanda. Mais actuellement, est-ce que le Rwanda se sert toujours de certains Congolais pour piller nos recettes? Non.
Oui. On parle de la présence des troupes rwandaises. Oui, écoutez. Ces troupes rwandaises opèrent parce qu'il y a Nanga, il y a Bissimois, il y a les autres. Les troupes ougandaises opèrent parce qu'il y a l'autre là qui était en Ouganda, comment il s'appelle C'est venu non, le rebelle là. Bemba. Non, pas Bemba, c'est lui qui opère. Lubanga. Hein? Thomas Lubanga. Lubanga et les autres. Toutes ces milices, tous ces groupes armés ont comme tête d'affiche des Congolais. Lubanga Ils ont pour mission de légitimer ces actions. Mais si ces Congolais revenaient à la raison, si ces Congolais revenaient du côté de la mère patrie, si ces Congolais comprenaient que la patrie est en train de saigner, qu'il faudrait tellement de divergences pour privilégier la paix, ces pays-là seront contraints aussi à embrasser le chemin de la paix. Parce que je vous ai dit ici que l'oppresseur est puissant s'il a des complices parmi les opprimés. Mais si l'oppresseur n'a plus de complices parmi les opprimés, il devient faible. Très bien. Donc, pour que nous puissions nous reconstruire, pour que nous puissions nous relever, pour que la paix rentre, d'ailleurs, le dialogue est le meilleur schéma pour une paix positive. Or, l'UNGARD va vous dire que la paix positive amène la résolution même des problèmes qui sont même les plus complexes. Le dialogue n'a-t-il pas montré déjà ses limites? Vous avez parlé ici des Sun City, c'était pour régler la crise sécuritaire, des Congolais qui avaient pratiquement émietté la République, chacun contrôlait son territoire. Quelques années après, c'est pratiquement la même situation. Comment ce dialogue qui a montré tant soit peu ses limites peut encore s'avérer à ce jour une véritable solution à nos problèmes? Vous comprenez avec moi que la guerre est un conflit. D'ailleurs, on parle de conflit armé. Vous savez, le conflit est inhérent à la société humaine. Nous ne pouvons pas dire que si nous dialoguons, il n'y aurait plus de guerre. Mais l'État est censé se réorganiser, devenir puissant. Or, tout passe par l'armée. Si nous dialoguons... Cette armée qui est apolitique, vous la fragilisez avec vos combines politiques. Mais cette armée, pour qu'elle devienne forte et dissuasive, cela passe par la bonne gouvernance. C'est là on vous dit que nous allons parler aussi des crises de gouvernance. Si nous améliorons la gouvernance, parmi les réformes qu'on doit apporter, il y a les réformes dans l'armée. Si l'armée était forte et dissuasive, nous n'allons pas nous en faire qu'on puisse nous attaquer. Même les nations les plus fortes du monde entrent en guerre. Ne négligez pas les dialogues. Les États-Unis et l'Iran se bombardent, mais ils sont en train de négocier. La Russie et l'Ukraine, ils se bombardent, mais ils négocient toujours. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Ici, ce sont des Congolais qui ont décidé de prendre les armes contre leur propre pays avec le soutien des pays voisins. Maintenant, il faut écouter ces Congolais sans oublier la sanction. Parce qu'on ne parle pas d'un blanchiment. Parce que la justice transitionnelle ne verra le jour que si le problème est solutionné. Nous dialoguons bien sûr, mais maintenant, pour éviter que nous retombions dans les mêmes problèmes, il faudrait sanctionner. Cette sanction... Qui seront sanctionnés? Mais les auteurs de cette guerre... Je suppose, quand vous irez au Mais dialogue... nous avions toujours plaidé pour un tribunal international à propos des crimes de guerre dans l'Est. Comment obtenir la mise en place de ces tribunaux du moment où vous décidez de trouver la solution de manière politique à tous ces problèmes? Non, écoutez, les dialogues n'exemptent pas les auteurs des massacres et des crimes de guerre de la justice transitionnelle. Développez-vous. Mais je vous dis, vous pouvez bien dialoguer, mais les auteurs des crimes seront écoutés. Ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés par... Lorsque je vous parle de la paix positive, dans la paix positive, il y a l'aspect justice transitionnelle. Renseignez-vous, cher ami. Donc, la justice transitionnelle doit être là pour décourager. Si les Bemba, les Rouberois, les Mende et les autres étaient sanctionnés à cause des guerres. N'est-ce pas que le découragement doit passer d'abord en amont par l'arrestation de ces personnes qui sont impliquées dans la rébellion, mais vous dans les les faites tueries? comment?
Mais je vous ai dit qu'il y a deux voies, non? Il y a les hard power et le soft power, c'est-à-dire la dissuasion et la persuasion. Si vous n'arrivez pas à activer les leviers de dissuasion, parce que l'on vous dit que militairement, vous ne pouvez pas les faire, vous choisissez la persuasion pour que la paix rentre, pour qu'il y ait la calmie. Et c'est pendant cette période de paix que vous reconstruisez et vous sanctionnez aussi. Mais comment allez-vous le faire si vous êtes incapable de les mater? Vous acceptez les statu quo ou le pouvoir des facteurs locaux? Alors moi, je vous pose un cas précis. Quand Nanga a été jugé, condamné par la justice congolaise, il y a une condamnation à mort qui pèse sur lui. Supposons que Nanga se présente ou se présenter sur la table des négociations avec une condamnation qui pèse sur lui. Allez-vous accepter qu'on puisse d'abord l'arrêter, qu'il soit placé en détention dans une prison, et après vous allez voir ce qu'il faudra faire de son cas, ou vous allez d'abord le laisser participer au dialogue, donner ses conditions, donner ses avis, pour parler plus tard de la justice transitionnelle? Quelle est la nécessité aujourd'hui pour les Congolais? L'urgence pour les Congolais, c'est la paix. Ça passe également par l'arrestation. Non, c'est pour cela que je vous ai parlé des Congolais. Je vous ai parlé de la paix positive qui est résultante du dialogue. Lorsqu'il y aura cette paix, après, vous parlez de la justice transitionnelle pour que les auteurs de crimes répondent de leurs actes. Mais vous ne les faites pas en amont. Sinon, vous mettez la charrue avant le bœuf. Il faudrait que tout le monde arrive. Parce que la question dans l'Est aujourd'hui, l'unique responsable n'est pas seulement Nanga. Bien Mungu et les autres étaient en dolo. Kabila les a laissés en dolo. Mais qui les a libérés? Nous devons en parler. Et aujourd'hui, c'est le même Kabila qui se retrouve encore avec eux. Non, mais je vous dis que c'est approuvé. C'est trop versatile. C'est à démontrer, chers frères. Vous, les acteurs politiques congolais, vous êtes trop versatile. C'est à démontrer la question de la présence de Kabila dans l'Est. Si vous dites que comme Kabila s'est retrouvé à Goma, ça fait de lui directement acteur dans l'AFC M23, alors tous les Congolais qui sont à Goma sont d'office membres de l'AFC M23. Vous condamnez le peuple. Vous condamnez le peuple. Tel n'est pas le problème. Je vais vous expliquer. Je vous dis aujourd'hui que comme notre armée manque les moyens nécessaires, parce que on va vous dire l'effort de guerre nous a coûté 18 milliards de dollars, 17 milliards, 20 milliards, bon, mais pour quel résultat? Parce que la finalité pour une action politique, c'est le résultat. La prime de combat est de combien? Les militaires sont suffisamment motivés? Ont-ils une logistique moderne et nécessaire pour faire face à cette situation? Est-ce que les services de renseignement disposent de ces moyens? Y a-t-il des sécurocrates qui mènent la danse? Y a-t-il un stratégos qui met sur pied un plan afin de pouvoir récupérer militairement nos localités occupées? Parce que tout stratège vous dira qu'un État qui laisse une localité, une ville être occupée plus de 2 ans, je parle de Bunagana, 4 ans, Kichiche Kiwanja Romangabo 3 ans, d'autres 2 ans, Goma bientôt aussi 2 ans, on vous dit que cet État est faible. Cet État manque le moyen nécessaire, il manque de stratagèmes, de stratégies sécuritaires. Alors pour cet État, c'est la voie de la persuasion qui est recommandée. Alors, c'est comme ça que Tshisekedi a choisi cette diplomatie, malgré qu'il l'amène, c'est une diplomatie par prostitution, une diplomatie par procuration, qui n'apporte pas les résultats escomptés. Maintenant, là, vous êtes contraint d'accepter que la paix ne provienne que par la négociation, la paix ne provient que par les échanges, par les pardons, et ça provient par la réconciliation, c'est-à-dire les dialogues. Très bien. Lorsque vous dialoguez, pour ne pas encourager les mêmes dérives,
vous vous engagez vers le schéma de la justice transitionnelle. Mais vous ne le faites pas en amont. Vous ne le faites pas en amont. Et pendant ce temps, que faites-vous des victimes de guerre? Ces victimes qui verront leur bourreau peut-être intégrer ou réintégrer les institutions, ces victimes qui verront leur bourreau rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens? Après chaque conflit, que ce soit un conflit armé ou un conflit non armé, il existe une phase de la reconstruction et de la réparation. Ce que je crains, d'ailleurs, nous avons un gouvernement qui n'a pas d'estime pour les victimes. Regardez ce qu'ils ont fait avec le fonds de réparation et d'indemnisation de victimes d'atrocités de l'Ouganda. Ce sont des frais ou des fonds dilapidés. Parce que nous avons, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des gens qui détournent sans gêne, sans honte ni vergogne. Ils ont indemnisé les membres de leur parti politique en lieu de place d'indemniser le vrai victime. Ce qui importe pour les Congolais, c'est que nos réfugiés, où ils se trouvent, regagnent leurs droits. C'est que nos déplacés internes regagnent leur village et leur ville. Et après, nous aurons une phase de la reconstruction et de la réparation. Nous ne pouvons pas le faire en amont. Nous pleurons nos morts, bien sûr. Très bien. Nous essuyons nos larmes, nous parlons et nous avançons. Et après, nous allons permettre à ce que ces populations meurtries retrouvent la possibilité de sourire. Que nous investissions dans la société afin de leur permettre une réparation et une insertion ou la réinsertion communautaire. Ça existe. C'est la phase finale dans la résolution des conflits. Une dernière question pour terminer cette émission. Les agendas des uns et des autres. Vous avez Kabila qui va peut-être dire j'ai été frustré quand on a formé la coalition, tu m'avais roulé. Il va dire ça peut-être à Félix Tshisekedi. Tu m'avais roulé, tu m'as maltraité. Jean-Marc Kaboul qui va dire non, voilà, moi j'ai fait la prison injustement, ma femme également a été impliquée dans une affaire de justice et consorts. Vous avez Fayoulou qui va peut-être revenir encore sur la présidentielle de 2018. C'est ça qui va peut-être aborder aussi son invalidation aux élections de 2023. Matata qui va revenir avec les dossiers pour Kangalonzo par exemple. Mais dans tout ça, qui va plaider la cause des Congolais? Ces Congolais qui meurent de faim, ces médecins qui ne sont pas payés, qui sont en grève, ces professeurs, des enseignants qui menacent de boycotter la rentrée scolaire. Qui va plaider la cause de tous ces gens si chaque acteur politique va se présenter avec un agenda personnel? Cher ami, vous présentez un tableau sombre des assises qui sont une dimension de la paix positive. Je vous ai parlé ici ça reste un discours de Johan Galtung qui a distingué deux paix. La paix négative qui signifie l'absence de combat et la paix positive qui signifie justice, institutions solides, cohésion sociale et unité nationale. Vous savez, les conflits durables ne se résolvent pas par la contrainte, ni par l'inimitié. Ils se résolvent par les mécanismes de confiance, de négociation, c'est-à-dire les dialogues. Lorsque je parle de la résolution des crises de gouvernance, la gouvernance de quoi? De la cité, bien sûr. Nous allons parler des problèmes des Congolais. La crise sécuritaire. Quand nous allons parler de la crise sécuritaire, le résultat escompté, c'est quoi? C'est la paix. Quand nous parlons de la crise de gouvernance, c'est pour résoudre la mauvaise gouvernance qui est en train de maintenir le peuple dans un état de médiocrité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des assises de retrouvailles entre anciens partenaires ou anciens amours. Je vous ai dit ici, nous ne dialoguons pas pour permettre à Tshisekedi et à Kabila de se pardonner. Ou à Kabound
de se parler avec Tshisekedi. Nous en appelons au dialogue pour que nous résolvions le problème du Congo. Et ce problème du Congo passe par la réconciliation de ces fils et filles du pays. Voilà pourquoi j'ai exprimé la crainte de Non, voir c'est-à-dire que réconciliation ce ne sont pas des assises qui seront prendre bâclées. le dessus sur le problème quotidien. Non. Détrompez-vous, chers frères. Je vous ai dit ici, on parle de crises multiformes et multidimensionnelles. Si ce n'était que des assises Ça, c'est votre agenda. axées, Et non, c'est l'agenda du peuple. Non. C'est l'agenda du peuple. C'est le peuple qui est l'alpha et l'oméga qui dicte les lignes à suivre. Merci. Si ça ne s'agissait que de la réconciliation entre acteurs, on allait accepter que Tshisekedi s'en tienne seulement à dialoguer avec Nanga et après les zones occupées seront libérées, mais les combats allaient continuer parce qu'il y a la Codeco, il y a Zaïre, il y a tant de groupes armés. Et il allait dialoguer peut-être avec Fayoulou pour dire bon, nous demandons pardon d'avoir volé au peuple les résultats de 2018. Il allait parler avec Kabila individuellement ou avec Kabound. Mais lorsqu'on en appelle à des assises ayant un caractère inclusif, c'est pour que le problème du Congo soit résolu, solutionné dans sa totale ou dans leur totale potentialité. Merci beaucoup. Donc, détrompez-vous, le problème du peuple congolais seront à la table. Quand on parle de crise de gouvernance, c'est pour résoudre la mauvaise gouvernance afin de permettre que les acteurs performants entrent en jeu ou en danse afin d'offrir au peuple des résultats attendus pour que le problème des Congolais trouve des solutions. Merci beaucoup, très cher Prince Kinana, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du mouvement des nationalistes divergents, membre du présidium de la conférence des présidents, pardon. Je ne voudrais pas vous créer des problèmes avec Fayoul. Il semble que vous êtes trop marginalisé par tous ces vieux. Non, c'est faux. Détrompez-vous de ce que les gens disent. C'est pas ça? Non. Au sein de la C64, comment voulez-vous que les gens qui militent pour l'ordre constitutionnel se comportent en dictateurs et tyrans alors que nous sommes régis par la démocratie? Une lutte des façades peut-être? Non, c'est faux. Nous sommes vraiment considérés, nous sommes à l'aise. La conférence de présidents, c'est l'organe décisionnel d'ailleurs de la coalition. C'est notre plénière au sein de laquelle toutes les décisions sont prises par un vote. Vous venez encore d'enregistrer un autre départ. C'est une plateforme de fait. L'adhésion est libre, le départ aussi est libre. Merci beaucoup. Le problème ici que en sciences politiques, lorsque les grands ensembles se forment, ceux qui s'isolent se tuent. Okay. Mais si la scène politique, ce qui compte, c'est faire un distinguo entre les acteurs, les sujets ou les objets. Merci Ceux qui beaucoup. sont partis sont-ils acteurs ou objets? Acteurs. Ils sont des objets. Acteurs. Moi, je vous parle des objets. Le peuple en savent aussi. Merci beaucoup. Parce que pour être acteur, il faut être à la fois leader sociologique et politique. Ils le sont. Vous savez, même les pierres, On a terminé l'émission, même les pierres malheureusement. n'ont pas le même poids. Même les pierres n'ont pas le même poids. Il y a les caillasses, les cailloux, les moellons. C'est-à-dire que les gens doivent se situer. Passer à la télé ne fait pas de vous un leader. Merci. Pas parce qu'on vous salue, très cher Prince Kinana. vous êtes leader, non. Merci beaucoup. Allez, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'avant-dernier numéro de la semaine. Je vais vous retrouver demain vendredi à 10h30 avec les confrères journalistes. Dites à Nononcourt que j'aurai besoin de lui demain. Mais Il me prend assez difficilement au téléphone ces derniers temps. je vais passer les messages. Très bien. Je vais passer les messages malgré que ces prises de position lui ont toujours valu des recherches, des tracts, des brimades. Mais il serait nécessaire qu'ils viennent aussi édifier les Congolais qui sont amoureux de perfectes actus et de perfectes télévisions. Merci à Papi Chongo, le grand parieur. Le championnat va répondre d'ici là. Prenez votre mal en patience. 20h30, la rediffusion. Demain 10h30, nouveau numéro avec d'autres invités. Au revoir.